Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Dominique Jeanblood et nous allons parler des trésors engloutis. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dominique Jeanblood, bonjour. Merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Merci beaucoup, Alain. Alors, vous avez publié un ouvrage, Les trésors engloutis et cités perdues. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et surtout à partir dans les recherches comme ça sur ces sites mystérieux? En fait, il faut savoir qu'à travers mes activités d'explorateur et d'aventurier, forcément, quand on est confronté à des endroits qui sont peu visités, voire pas visités du tout, puisque nous allons souvent, nous, les explorateurs et aventuriers, dans des endroits qui sont quand même assez reculés, mais nous sommes amenés à être confrontés à faire des découvertes un peu particulières et très souvent, nous mettons la main sur, on va dire, des trésors, je mettrai des guillemets parce qu'ils sont pas toujours très importants et très fastueux, mais nous tombons souvent sur de sacrées trouvailles. Et le métier, entre guillemets, je dirais la passion de chercheur de trésors, parce que le côté chasseur de trésors a un petit côté pillard, tu vois. Je préfère chercheur de trésors. Le côté chercheur de trésors est fabuleux et on s'intéresse très très vite à cet univers des trésors perdus. Alors, ces trésors mystérieux, quels sont-ils? Où se trouvent-ils? Comment fait-on pour partir à la trace d'un trésor? Eh bien, d'abord, il faut savoir que, comme toute expédition, ça commence par une énorme documentation. 95% d'une chasse au trésor ou d'une expédition, c'est d'abord et avant tout de la mise en place, de la recherche, de la documentation, de chercher le moindre élément qui va permettre d'éviter de errer à droite à gauche, de perdre du temps et donc forcément de l'argent, que quand tu pars en expé ou en chasse au trésor, le résultat est le même. Il y a une sorte de tablier qui se vide au fur et à mesure des heures qui s'écoulent et ton budget n'étant pas illimité, ton temps non plus et tes moyens non plus. Donc pour éviter ces pertes inutiles, en général, il y a un gros travail de documentation préalable que l'on fait à travers différents domaines, soit à travers des archives qu'on retrouve dans les bibliothèques nationales du monde entier, soit on va chercher quand les choses sont assez anciennes dans certaines bibliothèques, on va dire, religieuses. Je dis religieuses parce que j'aurais pu dire Vatican, mais il n'y a pas que le Vatican. Il y a certaines archives qui sont, par exemple, à Séville. Dès que tu cherches quelque chose comme un galion ou une frégate de pirates, l'endroit le mieux documenté, c'est évidemment la bibliothèque de Séville. Donc, cette première recherche se fait en général à travers ça. Ensuite, pour ceux qui se sont déjà lancés dans ce genre d'aventure avant toi, tous les travaux qu'ils ont faits, même s'ils sont plus de ce monde, ces personnes, à travers leur carnet d'expédition, leur prise de notes, et quand tu les rencontres, des fois, pour te documenter, tu passes des journées entières avec eux, je dirais, à ce qu'ils t'expliquent tout ce qu'ils ont fait, tous les petits détails, et tu prends des notes. Alors, on peut se rendre dans plusieurs bibliothèques pour faire des recoupements, par exemple, non? C'est généralement le cas. C'est très rare que tu aies l'ensemble de l'information sur un trésor dans une seule bibliothèque. La plupart du temps, tu es obligé de courir. Alors, les grandes bibliothèques les plus connues, bien entendu, je veux dire celles qui sont les plus en vue, même dans les films, mais qui ne sont pas forcément toujours celle où tu as la clé qui t'est donnée. Oui, bien sûr. Ce sont évidemment la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, la bibliothèque de Londres, celle de Paris évidemment, qui est une des plus importantes. Il y a énormément d'informations sur toutes les grandes compagnies maritimes et sur l'ensemble de la cartographie à la Bibliothèque nationale de France. C'est vraiment très important. Elle n'est pas qu'une simple bibliothèque comme les gens peuvent l'avoir quand ils vont aller prendre un livre. Tu vois, en fait, il y a des départements très complexes là-dedans avec des ouvrages surprotégés dans des salles climatisées et compagnie. Et ce genre de choses existe bien sûr en bis repetita, à Berlin, bien sûr à Rome avec la fameuse bibliothèque du Vatican, bibliothèque d'Espagne, de Lisboa aussi, de Lisbonne au Portugal, mais aussi à l'extérieur de l'Europe. Par exemple, j'en avais parlé bien sûr au niveau des États-Unis, mais la bibliothèque de Moscou, la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte est très importante
qui touche à l'Antiquité. Contrairement à ce que l'on peut croire, les meilleurs dossiers sur la Rome antique, c'est en fait en Égypte qu'il faut aller les chercher. C'est dingue, hein, mais c'est comme ça. Alors, quand on va dans une bibliothèque, dans une autre, on enchaîne les bibliothèques comme ça, on fait les recherches. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui des fois qui ne coïncident pas? Est-ce qu'on tombe sur des erreurs ou des anomalies? De toute façon, tu vas systématiquement tomber sur des documents qui vont pas forcément converger entre eux. Le problème, c'est que quand tu fais une recherche comme celle que je fais dès que je m'intéresse à l'histoire de l'homme ou des civilisations, tu sais que tu vas tomber automatiquement sur des documents divergents. Donc le seul moyen pour toi d'arriver à ordonner cette recherche, c'est de chercher sans cesse ce que l'on appelle le plus petit dénominateur commun. Parce que s'il peut y avoir plusieurs documents racontant la même histoire, la seule chose dont tu pourras être sûr, c'est que sur 10 histoires différentes d'une même chose, que ce soit une histoire archéologique ou un trésor, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ce qu'il y a de commun dans ces 10 histoires. Oui, voilà, ce sera déjà, je dirais, un canevas, une trame, un fil conducteur qui va te permettre déjà d'ordonner ta recherche. Après, bien entendu, tu vas avoir les divergences. Et là-dedans, après, c'est un gros travail de recherche de cohérence. Est-ce qu'il n'y a pas d'anachronisme? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est dans le domaine de la légende? Est-ce que c'est pas un peu trop exagéré? Est-ce qu'en fait, ce qui est décrit là n'était pas possible à l'époque? Et ça a été amélioré parce que, évidemment, souvent les gens, quand ils parlent d'une histoire, ont tendance à en rajouter un petit peu. Et ce côté j'améliore finit par créer des légendes. Ça c'est très bien parce que grâce à la légende ça perdure dans l'histoire, mais en même temps ça dénature la réalité des faits et il faut essayer de revenir ensuite à la réalité. Oui, d'ailleurs on le voit dans le paranormal. C'est un peu un boulot qu'on a l'habitude de faire pour rendre les choses assez cohérentes. Le paranormal, c'est exactement la même démarche et je pense que, j'allais dire les confrères, on peut parler comme ça, qui travaillent sur le domaine de l'ufologie, sur le domaine des mystères, je dirais, en rapport avec même la mort ou les choses comme ça, ou les fantômes. Je suis persuadé qu'ils sont obligés, d'ailleurs je pense qu'ils nous ont même pompé la méthode en disant il faut qu'on essaie de trouver le rationnel dans l'irrationnel. Ah bah oui, de toute façon, il faut que tout devienne cohérent. Si tu dois pouvoir affirmer quelque chose, et dans le cas d'un chercheur de trésors, si tu veux partir à la chasse à ce trésor, il faut déjà que tu aies quelques certitudes quand même, tu vois. Alors après avoir fait ce travail, on se rend sur le terrain, comme on dit. Voilà, exactement. Mais enfin, il y a une période préalable avant, qui est, une fois que tu as fini de déterminer la réalité ou non du trésor que tu vas chercher, il y a la constitution de l'équipe et des moyens financiers quand même. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un travail qui est préalable, qui est très important, parce que tu peux pas embarquer avec toi des touristes. Tu es bien obligé bien sûr. Je dirais des gens qui ont un minimum de connaissances. Alors si ce n'est que des personnes qui vont porter du matériel, par exemple, ce qu'on appelle dans notre métier des sacs à dos, au minimum, il doit être robuste et physiquement résistant, tu vois. Maintenant, si c'est des gens qui vont travailler sur le trésor, il faut qu'ils aient des spécialités. Un gars qui va tester l'or pour être sûr que c'est de l'or, il faut qu'il ait déjà une grosse expérience dans les métaux précieux. Bien sûr. La capacité de réellement les déterminer, tu vois. Si ces trésors sont planqués sous terre, il nous faudra des gens qui ont une véritable connaissance dans l'électromagnétisme et la détection électromagnétique, parce que il saura immédiatement quel type de matériel va être compatible avec le genre d'obstacle qu'on va rencontrer. Et au niveau de l'argent, évidemment, c'est la suite logique. Une fois que tu as constitué ton équipe et que tu as déterminé ce qu'il te fallait comme matériel, je dirais au bas de la page, tu as combien ça te coûte. Oui, exactement. Oui. Donc après, il faut trouver l'argent. Alors ce qui est intéressant, c'est que la chasse au trésor a cette particularité que malheureusement n'a pas la recherche de l'histoire de l'humanité ou des civilisations, c'est qu'elle fait briller les yeux des mécènes, qui généralement sont loin d'en être. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent une part du trésor, évidemment. Et ce qui les a intéressés, c'est la perspective de lingots, pour le moins. Après, tu as des spécialistes qui sont intéressés, par exemple, qui s'en foutent complètement qu'il y aura un trésor de 10 milliards. Ce qui les intéresse, c'est le bouquin qui se trouve dans le coffre de l'un de ces trésors, et lui seulement, quoi. Tu vois, donc, tu as des gens qui sont vraiment intéressés par des choses qui sont parfois immatérielles, parce que son but, c'est même pas de le revendre, c'est de le posséder, c'est pas pareil. Alors, vous avez enquêté sur le trésor du Titanic. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas ni le premier ni le dernier des trésors. Alors pour ça, j'ai un ami qui est quand même spécialiste dans ce type d'activité, qui est Éric Surcouf,
Donc il lui fait énormément, et même je dirais même spécialisé sur la recherche de trésors engloutis. Et en fait c'est un maillage, on travaille comme ça avec plusieurs personnes, des archivistes comme Claudio Bonifacio ou Michel Paré, qui sont des gens extrêmement spécialisés là-dedans, qui peuvent faire des recherches très complètes, notamment à la fameuse Y-Star, pour ce qui concerne le Titanic, pour obtenir dans les archives des informations complètes et le rapport notamment du naufrage. Donc à partir de là, effectivement, j'ai travaillé sur ce Titanic. Alors il faut rappeler un petit peu en gros ce que c'est. Le Titanic, ce n'est pas un navire, c'est 3 navires. 3 navires. Le Britannique et l'Olympique, qui étaient ces 2 frères jumeaux. Ce qui est étonnant quand même, c'est que les 3 ont coulé quand même. Les 3 ont eu droit à un sort de naufrage. Expliquez-nous. 3 navires, on n'a pas bien compris là. Quand la Y-Star a fait construire le Titanic, en fait, elle n'en a pas fait construire qu'un, mais 3. Ah bon? Voilà. On l'ignorait. Il y avait 3 navires. Je suis même pas sûr qu'il n'y en avait pas un 4e qui s'appelait le Britannique. Je n'en suis pas sûr, mais il faudrait que je revérifie dans mes archives. Mais celui qui a eu le destin le plus médiatique de tous, ça a été évidemment le Titanic, qui a effectivement fait naufrage le 15 avril 1912 au large, je dirais, du Nord Canada. Ce navire a évidemment, par sa taille, par sa splendeur, par son avance technologique de l'époque, et sa réputation d'insubmersabilité, avait évidemment attiré toutes les passions et tout le regard des gens. Et à travers ça, évidemment, beaucoup de légendes ont couru sur ce bateau. Il y a plein de choses, il y a des histoires assez fantastiques. Je pourrais te parler d'une chose qui dépasse l'entendement et qui rentre bien dans le domaine d'une partie de tes auditeurs qui aiment justement le côté un peu paranormal. De quoi s'agit-il? On dit, mais c'est des on-dit. Oui. Pas là-dessus, d'accord. Mais c'est fabuleux, rien que l'histoire est fabuleuse. Tu vois, c'est ce que je te dis, il y a des légendes qui permettent de perdurer des choses, mais en même temps, on n'a pas les moyens de les mesurer, de les vérifier. Mais il semblerait que dans les cales du Titanic ait été transportée une caisse, en fait, qui contenait une machine qui provenait en fait du futur. Ah oui. Et qui devait être transférée aux États-Unis pour être analysée par les scientifiques de l'époque. Parce que, alors je sais pas où elle a été trouvée, mais apparemment, en quelque sorte, c'est dingue ce que je vais te dire, mais cette caisse contenait une machine à voyager dans le temps. Ça me fait penser à une histoire, une machine pour, alors je sais plus si c'était pour contacter les esprits de l'au-delà ou je ne sais plus, qui était démontée. Il y avait une partie au Vatican, il y avait une partie, je sais plus, dans un autre pays. Apparemment, elle était en un seul bloc. Elle était en un seul bloc. Alors je sais pas s'ils avaient intercepté le voyageur, mais apparemment la machine, elle était interceptée et elle était destinée à partir dans le plus grand secret, dans les fonds de cale du Titanic. Donc au pire, elle y est encore, de toute façon. Oui. Et alors il y a ça, évidemment, ça c'est le côté vraiment magique, le côté très inquiétant de cette histoire de machine, et surtout de ses particularités, puisqu'apparemment elle irradiait, et que ça avait surpris l'équipage à cause du fait que, en fait, comment je pourrais dire ça, l'emballage en fait était en train de fumer, quoi, de se consumer. De se consumer, oui. Bon. Voilà. Alors ça c'est pour le côté, moi je l'ai pas vu, mais il y a plein de choses qui ont été, j'ai pas trouvé d'écrit là-dessus, mais c'est quand même une légende, quoi, qui tourne là-dessus. C'est une légende. Après, par contre, ce que l'on sait que contenaient les soutes, c'est assez inimaginable en trésor. Oui. Par exemple, 3 caisses d'œuvres d'art égyptiens qui étaient en fait destinées au musée de Denver. Il y avait notamment une sacoche, tout ça apparaît dans les rapports de naufrage. Oui. Il y avait une sacoche et une caisse. Alors on ne sait pas si c'était une caisse ou une cantine, on n'en est pas sûr, mais qui contenait quand même un chargement de diamants de la compagnie minière sud-africaine de Beers, celle qui est basée à Johannesburg, là, d'une valeur, pour la valeur actuelle, je vais te parler, parce que bon, la valeur de l'époque, c'est pas pareil, de 220 millions d'euros quand même. Ah, quand même, oui. Et surtout, tu avais, à propos de livres précieux, tu avais une copie des Rubaiyats. Alors les Rubaiyats, c'était en fait des manuscrits persans qui dataient du XIIe siècle, qui avait été écrit et réalisé par Omer Khayyam, un gars qui a vécu entre 1047 et 1123. Et cette copie avait été réalisée par deux experts au niveau scriptural, au niveau reproduction, qui étaient Sangorski et Sutcliffe à Londres, et qui avait été illustré notamment par un grand spécialiste de tout ce qui touchait la Perse, qui était Eliou, c'est difficile à dire, Eliou Véder.
Et la couverture de ce manuscrit était quand même ornée de 1050 pierres précieuses montées sur or 18 carats. En effet. Et le pire, c'est qu'il restait le coffre principal, celui des passagers. Il n'a jamais été récupéré, lui. Et le coffre principal, alors malheureusement, il est inatteignable, puisque toutes les équipes qui y sont allées en ont parlé, notamment celle de Bob Ballard. Robert Ballard, c'est lui qui a retrouvé le Titanic. Et ils ne peuvent pas l'atteindre parce que c'est un véritable millefeuille maintenant. Le Titanic est sur le point de s'aplatir complètement avec la pression qu'il a sur lui. Donc on ne peut pas risquer même pas un drone pour essayer de circuler à l'intérieur et essayer de remettre la main sur la chambre forte. Et même si on y mettait la main, pas sûr que si on l'ouvre, ça déclenche pas l'effondrement général de ce qui reste. Mais enfin, à l'intérieur de ce coffre principal était entreposée l'intégralité des bijoux et de la fortune de toutes les premières classes. Il y en avait quand même pour 300 millions d'euros de bijoux, d'or, d'argent et d'autres valeurs. Alors là, c'est mission impossible pour y aller, si il y a toujours quelque chose à faire ou on peut... Normalement, il est en territoire international et sur le plan, je dirais, purement technique, aucun pays au monde peut empêcher d'aller récupérer ce trésor. En dehors du risque majeur que je viens d'expliquer. Maintenant, sur le plan éthique, ça c'est autre chose. Et les gens ont toujours tendance à confondre les aventuriers avec des pilleurs. Mais en fait, on a malheureusement pour nous, peut-être, une certaine éthique, une certaine morale. Et on se dit, on peut pas toucher à ça. Ce serait comme si on faisait un pillage de tombes. Voilà, c'est ça. Il y a quelques années, il y avait des pourparlers de faire remonter le Titanic à la surface. Oui, mais c'est parce qu'ils ignoraient à l'époque que le Titanic est brisé en deux, en fait. Le navire s'est brisé en deux. Et en fait, il y a deux parties distinctes qui sont quand même pas à côté l'une de l'autre. Alors, pour ceux que ça intéresse, ils veulent faire un tour sur Google. Il faut savoir donc qu'en fait, l'épave a été localisée avec précision en 1985 et se situe, je donne quelques coordonnées, ça peut intéresser les gens, par 41 degrés 43 minutes 57 secondes nord et 49 degrés 56 minutes ouest, à environ 600 km du Cape Race, la pointe sud-est de Terre-Neuve. Voilà. Et en fait, il a été dérivé avant de finalement complètement se fixer à 25 km sous l'eau. Donc il a été déplacé sur 25 km quand même, la masse, par le courant, quoi. De la position estimée lors du naufrage, quoi. Et aujourd'hui, il est vraiment rouillé, quoi. Il est bouffé par la... Il subit quand même, il faut réaliser qu'il est là-bas depuis 1912. Ça fait plus d'un siècle. Et le bateau subit une pression d'une colonne d'eau, puisqu'il est par 3800 mètres, et il faut que tu colles en gros le poids en litres au-dessus de lui, en mètres cubes déjà, ça te fait 10 000, donc ça fait quand même un sacré poids. Si mes souvenirs sont bons, je suis pas un super champion de mathématiques, mais je pourrais dire qu'en gros, il doit avoir aux alentours de 3,8 tonnes de pression au centimètre carré. En effet. Donc, depuis, il subit cette pression permanente sur l'ensemble de sa coque. Et on a déjà vu toute une partie du bâtiment s'affaisser et s'écraser. Bien sûr, déjà, c'est logique. Entre la découverte du Titanic en 85 et les derniers voyages qu'a fait James Cameron pour le film et compagnie, on s'est rendu compte que le bâtiment s'affaissait de plus en plus, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Dominique Johnblood. Et les deux autres navires qui ont été construits en même temps, que sont-ils devenus ? Alors, j'ai pas tous les renseignements, mais si mes souvenirs sont bons, le Britannique a été transformé en navire hôpital et a fini coulé par une torpille pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. L'Olympique a fait naufrage, je crois qu'il a été prôné accidentellement, bien sûr. Il a été prôné et a coulé aussi. Et il restait le dernier, j'ai perdu son nom depuis le début de l'interview. Enfin, les trois navires ont eu des naufrages, ont coulé en fait, sur accident la plupart du temps. En fait, on parle d'une malédiction à la White Star. On n'en a pas eu de traces, on les a pas retrouvés, ces navires. Si, ils ont été retrouvés. Ils ont été retrouvés. Ah oui. Si les auditeurs qui nous écoutent veulent faire des recherches avec les noms des bâtiments, ils vont, même en allant faire des recherches sur la White Star, ils vont retrouver effectivement la liste des trois bâtiments en question.
Ici, ils vont les retrouver, et certains ont été déjà retrouvés. Il y a même des films sur eux, des documentaires. Ah oui. Non, ça, nombre de personnes doivent l'ignorer, hein. Moi je l'ignorais. Hein. Oui, mais en fait, le naufrage catastrophique et les 1500 morts du Titanic a littéralement gommé les autres qui sont morts, on va dire, avec moins de panache. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur le Titanic, sur le naufrage du Titanic, sur le trésor du Titanic? Alors, sur le trésor du Titanic, c'est pratiquement impossible à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir le récupérer. Je pense que si des opérations de récupération devaient se faire dans l'avenir, soit il va falloir dynamiter le Titanic pour accélérer son écrasement, et ensuite ce sera un découpage de tôle purement et simplement, hein. Une destruction en bonne et due forme comme on la pratique en Inde, donc que ce serait par sous l'eau et par 3800 mètres. Ce serait le seul moyen à ce moment-là d'accéder à toutes les chambres, salles et cargaisons pour pouvoir éventuellement récupérer ces trésors qui normalement, à mon sens, ne sont pas détruits ni par le poids ni par l'affaissement, parce que l'acier lui-même, à 3800 mètres, il y a quand même du courant oxygène, est bouffé littéralement par la rouille. D'ailleurs, ça se voit sur les films qui décrivent le Titanic. Donc, il est mangé en quelque sorte. Aujourd'hui, il est poreux. Je veux dire, je suis sûr que si on pouvait sortir l'épave du Titanic et qu'on la mettait sur une balance virtuelle, le poids du Titanic à sa construction et maintenant, c'est plus le même, quoi. Il s'effriterait complètement. Il supporterait même pas le retour à l'air, hein. Une chose est sûre, c'est qu'il ne doit pas y avoir trop de difficultés à percer sa coque. J'irais pas à dire qu'un simple coup de pied permettrait de traverser la coque, mais enfin, à mon avis, il faut plus grand-chose, quoi. Donc, on n'est pas loin, ouais. Voilà, quitte à récupérer ce qu'il y a dedans, je pense que le moins dangereux est d'attendre qu'il se soit complètement effondré, quoi. Alors pour terminer, nous allons parler d'un autre trésor sur lequel vous avez enquêté, c'est le trésor d'Atlantis de Poséidon. De quoi s'agit-il? Alors, il faut savoir que moi, ça fait depuis 30 ans que je parcours en long, en large et en travers la planète et que je fais toutes les études possibles et imaginables sur les civilisations. Je suis même devenu un spécialiste dans le domaine de ce qu'on appelle les civilisations antédiluviennes, c'est-à-dire celles qui ont existé avant Sumer, avant le fameux déluge biblique. Ce qui est quand même un clin d'œil en rapport du Titanic, c'est marrant cette liaison à l'antenne, c'est que celui qui a pu déterminer si le déluge a existé ou non est le même que celui qui a trouvé le Titanic, à savoir Robert Ballard. Donc il a fait des études et des recherches océanographiques en mer Noire et qui a permis ainsi de déterminer qu'en gros, on peut situer le déluge biblique aux environs des 7600 ans avant notre ère. Donc toutes les civilisations antiques et antédiluviennes sont forcément antérieures à 7600 ans, plus vieilles. Dans ces civilisations, il y a des civilisations dont on est sûr qu'elles ont existé, soit parce qu'on en a trouvé des vestiges, soit qu'on a assez d'éléments probants pour penser à leur réalité. Et puis il y a des civilisations qui sont encore cataloguées de mythiques, notamment l'Atlantide. Ah oui, ça c'est sûr. L'Atlantide, ça intéresse aussi tout le monde, hein. Voilà. On en parle beaucoup. L'Atlantide, moi j'ai fait un travail sur la langue antédiluvienne, la langue mère de l'humanité. J'ai travaillé là-dessus, je dirais en parallèle avec une autre personne dont je veux quand même citer le nom parce que c'est un personnage incroyable qui a lancé ses études et sans lui je crois que même moi je serais pas arrivé à avoir le peu d'éléments qui m'ont permis d'avancer sur des recherches notamment sur l'Atlantide. C'est Michel de Maria. Et c'est grâce à lui notamment que j'ai pu déterminer qu'en fait Atlantide est un mot, on va dire hellénisé, puisque son vrai nom c'est Atlantis avec un Y, et que dans la langue antédiluvienne, Atlantis, ça veut dire en gros non littéral, hein, puisque c'était pas une langue qui s'interprétait au mot par mot mais par idéogramme, l'ancien royaume des océans. D'accord. Donc en fait, en cherchant, moi de toute façon j'ai fait un peu le tour de tous les points où elle aurait pu être. Et beaucoup de gens ont tendance à voir l'Atlantide un peu partout dans le monde, alors que moi je pense que les endroits qu'ils trouvent ne sont pas l'Atlantide en elle-même, mais on va dire des constructions, des habitations, des cités qui en ont subi l'influence. Oui, c'est un peu comme les Romains finalement. Exactement. La maison mère, moi je pense qu'elle se trouve là où elle doit se trouver. Comme disait James Brawell, l'Atlantide est en Atlantique où l'Atlantide n'existe pas. Et moi, personnellement, j'ai repris complètement les rapports d'expédition de gens comme Hannon, qui est un très antique navigateur, bien avant des gens comme Pythéas. Il était quasi contemporain de gens comme Hérodote. Et les textes d'Homère avec sa Phéacie, et bien entendu les textes de Platon sur l'Atlantide. Et Platon est très précis dans le Timée de Crétias sur la distance de navigation, ce qu'on est censé rencontrer et la durée du voyage. Et j'ai entrepris exactement cette démarche et ça m'a amené tout droit aux Bahamas.
Et alors? Donc là-bas, il y a quand même pas mal de choses qui ont été retrouvées. Je ne sais pas si nos auditeurs sont tous au courant du fameux mur de Bimini. Expliquez-nous. Qui n'en est pas un d'ailleurs, puisqu'il n'est pas droit, il est couché, et que si on fait une analyse complète de ces fameuses 700 pierres alignées, elles sont posées sur piliers et qu'elles constituent en fait un port préhistorique qui aurait été construit il y a plus de 25 000 ans. C'est pas rien. Moi, je pense que probablement ça se trouve là-bas parce que dans l'Atlantique, le seul endroit où on a vraiment trouvé des vestiges de construits, de choses construites, c'est sur place. Il y a aussi cette question qui se pose sur la fameuse cité qui aurait été identifiée par une équipe de chercheurs d'épaves et en même temps qui travaille aussi sur les câbles sous-marins, qui a été trouvée au large de Cuba par 610 mètres de profondeur. Donc peut-être un affaissement du plateau ou des choses comme ça. Je ne suis pas partisan du tout du côté navire, du genre en un jour et en une nuit, l'Atlantide a coulé comme aurait coulé le Titanic. Moi, je pense que l'engloutissement de l'Atlantide est provenu du relèvement des eaux il y a 22 000 ans, en gros. L'océan a été relevé de 135 mètres. C'est quand même assez mystérieux, toutes ces histoires concernant l'Atlantide. J'ai fait une émission récemment avec un intervenant, ne me demandez pas le nom, je m'en souviens plus, qui nous disait que finalement les Atlantes s'étaient fait sauter la tête parce qu'ils avaient une technologie. Alors, il parlait de quartz, il parlait de cristal, je sais pas. Oui, enfin ça c'est, pour moi, ça sort tout droit à mes yeux du délire hollywoodien, quoi. Hein. On fait des références à Hollywood, là. Hein. Les Atlantes télépathes pilotant des scoops volantes et utilisant non, sans aller jusqu'à là, hein, faut pas exagérer. Mais voilà. Ils avaient une technologie qui un petit peu comme nous. Moi, personnellement, en me basant, si tu veux, sur les documents de Platon, les descriptions de la Phéacie d'Homère et les rapports de navigation d'Hannon, tout ce que je peux dire, c'est qu'en plein néolithique existait une civilisation gréco-romaine. Et rien que ça est déjà gigantesque. Ouais, c'est pareil, il y a des personnes très sérieuses. Hein. Alors, moi, je fais souvent référence aux personnes qui ont vécu des NDE, des personnes sérieuses. Hein. Ceux-là, bon, je les compte sur les 5 doigts de la main. Je veux dire, je les connais bien. Toujours. Oui, je les connais. Je n'ai pas dit que les autres n'étaient pas sérieux. Hein. C'est pas ça. Mais dont on est sûr. Avoir une certaine on les connaît. Fiabilité, quoi. Voilà, on les connaît. Hein. Bon, je les connais vraiment. Ce sont des gens vraiment sérieux. Il y en a une que je cite toujours, c'est Nicole Dron, qui me disait que dans sa NDE, alors elle était pas au courant de tout ça, hein, je veux dire, elle avait 26 ans, elle élevait des gamins, enfin bon bref, hein, quand elle a fait son expérience aux frontières de la mort, et donc on lui a dit de l'autre côté qu'il y aurait la résurgence de l'Atlantide. Alors, quand elle est revenue, elle a dit, on m'a dit ça, j'ai vu ça, mais ne m'en demandez pas plus. C'est tout. Je sais pas ce que c'est. Ceci dit, tu sais, ce n'est pas faux parce qu'elle va en convergence avec une autre histoire. Est-ce que tu as entendu parler du fameux voyant qu'il est en état d'inconscience qui s'appelle Edgar Cayce? Ah oui, on a fait une émission sur Edgar Cayce. Edgar Cayce a annoncé la résurgence de l'Atlantide en 1969. Oui. En 1969, le mur de Bimini a été découvert. Oui, et Nicole a fait sa NDE en 68. Tu vois, c'est tout à fait... ça corrobore sur le point de vue chronologique. Voilà. Alors, il est un fait certain que Nicole Dron n'avait pas de connaissance de ces choses-là. Elle connaissait même pas Edgar Cayce, elle connaissait rien. Hein, on a 26 ans, on est avec des gamins, on n'est pas en train de s'occuper de tout ça. Surtout à cette époque, il n'y avait pas d'informations. Pour elle, c'était tout nouveau. Elle a eu une multitude d'informations. Elle m'expliquait que elle parlait de Jeanne d'Arc. Elle disait qu'elle avait eu un enseignement sur Jeanne d'Arc qui n'a rien à voir avec ce qu'on a appris dans les livres d'école. Par exemple. Ah bah oui, complètement, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas fermé, si tu veux, à ce genre de possibilités, parce que je pars toujours d'un principe. Beaucoup de choses qui étaient considérées comme de la magie s'est révélé aujourd'hui être de la science. Oui, tout à fait. Donc, par voie de conséquence, il serait imprudent de dire ça n'existe pas, alors que dans quelques années, tout d'un coup, ça va paraître extrêmement évident et que se fermer à ça, c'est faire de l'obscurantisme. Ah oui, non, il faut complètement s'ouvrir, il faut en discuter, il faut en parler, il faut, justement, faire un travail d'enquête. Alors, au niveau de ce fameux temple dont on parlait sur l'Atlantis, ces documents, c'est une concentration d'informations, c'est un mix entre les 3 rapports dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Alors, j'ai pris les textes, ils ont été bien sûr traduits, et ensuite je les ai assemblés pour présenter. Donc, le fameux temple de Poséidon, pour te dire que heureusement qu'il n'a pas été retrouvé, on aurait droit à un pillage digne des conquistadors. Ah oui. Alors, je dis le passage. Oui, allons-y. Au centre même de l'acropole, il y avait un temple consacré à Clito. Et Kleitos, en grec, ça veut dire en fait la magnifique.
Et il y a Poséidon qui était en fait son mari. L'accès en était interdit si vous n'étiez ni prêtre ni prêtresse. Il était entouré d'une clôture entièrement faite d'or massif. Le temple était long d'un stade, c'est-à-dire 185 mètres, large de 3, plâtre, c'est-à-dire 93 mètres. J'imagine déjà ce que ça représente cette taille. Et d'une hauteur proportionnée à ses dimensions, c'est-à-dire que j'estime qu'il devait faire au moins 30 mètres de haut. Il avait toutefois dans son aspect quelque chose de barbare au sens de nom grec. Le temple tout entier était revêtu à l'extérieur de feuilles d'argent, hormis les acrotères qui étaient dorés à leur fin. Les acrotères sur les piliers, c'est les décorations des piliers au sommet. À l'intérieur de celui-ci, la voûte était tout entière d'ivoire émaillée d'or et d'argent et d'un mystérieux métal appelé l'oricalque, dont on reparle en ce moment. Il y avait dressé des statues faites d'or et finement ouvragées, en particulier celle du dieu principal, donc de Poséidon, debout sur un char en argent massif et conduisant 6 chevaux ailés, sculptés dans le même métal. Poséidon était si grand que sa tête touchait la voûte qui le surplombait. Comme j'estime sa hauteur du temple de Poséidon à 30 mètres, on est en train de parler d'une statue d'argent massif de 30 mètres de haut. Oui, en effet. T'imagines 30 secondes le truc de... Sans compter bien sûr le char sur lequel il est posé et les chevaux. D'accord, 6 chevaux. Au cercle, en cercle autour de lui, se trouvaient 100 néréides. Les néréides, c'est des déesses, sous-déesses, je dirais, qui pourraient se comparer à des sirènes. Et là aussi, on parle de sirènes, et encore une fois, c'est en train de sortir, cette histoire de sirène-là. De plus en plus. Faites d'argent, aux yeux de saphir et d'ivoire, chevauchant des dauphins de marbre blanc. Il y avait aussi beaucoup d'autres statues faites d'or, d'argent et de cuivre, notamment celles des dieux inférieurs, consacrées par les particuliers. Autour du temple, à l'extérieur, se dressaient des statues d'or de toutes les princesses et de tous les princes descendants des 10 rois fondateurs de la civilisation. Tu t'imagines déjà rien que là. Et je ne te parle même pas des vasques où chaque année, les Atlantes, selon les textes que j'ai, les belles, c'est-à-dire les nanas qui étaient, on va dire les people aujourd'hui, allaient une fois par an et vêtues de leurs bijoux, se dévêtaient de leurs bijoux pour les jeter dans les vasques. Ça a duré 25 000 ans cette affaire. C'est incroyable ça. Imagine 30 secondes ce que contenaient les vasques. Rien que de récupérer l'or de l'Atlantide et tu fais effondrer le cours de l'or. Rien que de le récupérer. Il ne faut surtout même pas le mettre en circulation. Donc tu t'imagines un peu si ça pouvait être remonté. Et là on en parle. Quelque part je lève le voile. Il y a très peu de gens qui savent ça. Je suis en train de faire presque une première là sur Fréquence Évasion. Et là je peux te dire que ça va allumer quelques feux dans les yeux de pas mal de personnes. Est-ce qu'on a des reconstitutions photographiques de cet ouvrage, de ce temple? Plusieurs personnes s'y sont essayées, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est allé véritablement chercher à reproduire en détail. Par contre, j'ai un ami qui est mort malheureusement aujourd'hui, et c'est bien dommage parce que je voulais prendre des photos de ce qu'il avait fait, qui était un ami très proche, architecte de surcroît, et pas n'importe lequel. Il a participé à la constitution de tours géantes et de grands palaces pour les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, je veux dire. Il avait reproduit l'Atlantide en miniature et notamment cette partie-là, quoi. Donc il avait fait un gros travail de recherche documentaire avec moi là-dessus. D'ailleurs, je l'avais aidé, c'est aussi pour ça que j'avais toutes ces informations. Et j'ai jamais pu aller filmer et photographier la maquette qu'il nous a fait, qui était énorme, où il avait carrément reproduit en fait le temple de Poséidon. Et oui, parce que ça serait intéressant de pouvoir. Maintenant, je sais qu'il est décédé, mais je sais que sa famille possède toujours l'hôtel particulier qui se trouve à Aix, et dans lequel il y avait cette maquette gigantesque qui était énorme, la maquette en miniature de l'Atlantide avec ses petits navires et tout le machin, Poséidopolis entièrement reproduite, quoi. Dans le hall, parce que c'est des hôtels particuliers, il y avait des salles de danse, de réception. La salle est entièrement occupée par la maquette, quoi. Et puis les reproduire en 3D. C'est reproduit en 3D. En 3D. C'est reproduit en minimum en maquette, quoi. En maquette, oui. Et voilà. Mais en plus, il avait fait à part la reproduction complète du temple de Poséidon. Et j'ai jamais pu le voir parce que je devais aller le voir. Il me dit, je l'ai terminé, il faut que tu viennes voir. Et puis entre-temps, malheureusement, il est mort d'un cancer et moi je tournais beaucoup, donc je n'ai pas eu l'occasion de revenir le voir. Et depuis, je ne sais pas ce qu'est devenu cette maquette, mais ce serait dommage qu'elle soit perdue ou détruite, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce trésor d'Atlantis de Poséidon? Que je le situe quelque part dans le pourtour du plateau des Bahamas. Il faut savoir que le plateau des Bahamas fait une taille d'à peu près 82 000 km².
et que cette taille est assez comparable à celle de l'île principale d'Atlantis, qui en faisait 110 000. Qu'il parle à l'intérieur d'une grande plaine rectangulaire que tu retrouves de manière sous-marine. Le public qui nous écoute peut foncer direct sur Google Earth et demander à voir le fond sous-marin. Il s'apercevra qu'on retrouve effectivement aux Bahamas une plaine rectangulaire entourée de montagnes, exactement comme c'était présenté. Et si tu regardes le plateau des Bahamas, l'île d'Atlantide tombait à pic, il n'y avait pas de plage. C'était des falaises qui donnaient direct dans l'océan. Et le socle de ce plateau est exactement pareil. Je n'ai jamais pu réaliser une simulation en informatique qui aurait consisté à essayer de voir ce que ça donnait si on rebaissait l'océan des 135 mètres de la montée des eaux. Mais je suis à peu près sûr qu'on ressortirait l'Atlantide. Ce qui situe donc pour moi, parce que c'est un plateau qui est assez peu profond, je pense qu'on pourrait trouver les premiers vestiges de cette cité sur place là-bas, si pour le peu qu'on fasse un ratissage systématique, entre, on va dire, 6 mètres, là à la hauteur du plateau du mur de Bimini, et 200 mètres maximum de profondeur. Alors, est-ce que vous avez des projets ? Alors, parmi les projets, j'en ai plusieurs. Bon, là, effectivement, pas de cette ampleur. Pour l'instant, parmi mes projets, je vais déjà essayer de faire une troisième et dernière expédition en Bosnie pour terminer le travail qu'on n'avait pas fini, à savoir identifier si les singularités qu'on a trouvées, on a identifié au moins 2 des singularités comme étant de possibles monuments. On attend les rapports des analyses des laboratoires concernant le béton d'argile et la céramique du labyrinthe de Ravenay pour s'assurer que tout ça a été fait de manière artificielle, auquel cas ça finira d'enfoncer le clou. Mais si on va sur place là pour une quinzaine de jours, c'est pour vérifier le travail d'un de nos, de nos consultants et de nos collaborateurs, qui est Albert Fagioli, qui est un radiesthésiste, et qui aurait identifié un certain nombre de voies d'entrée, de tunnels et de passages et de salles souterraines dans les monuments que nous, on considère comme tels. Donc, on va aller voir si, en gros, ce qu'il a vu est bien ce que c'est, quoi. Ce sera la dernière opération pour la Bosnie-Herzégovine, puisque la prochaine expédition va m'envoyer dans le Pacifique, où je vais essayer d'aller explorer ce qui n'a encore jamais été, le Pas, c'est-à-dire le Pas, c'est en maori, ça veut dire la forteresse, qui se trouve sur l'île de Rapaïti. Rapaïti en maori, ça veut dire la petite Rapa, par opposition à la grande Rapa, Rapa Nui. Non, Rapa Nui, oui, voilà, j'allais le dire. Là, et puis aller directement explorer une cité qui a été construite par une dynastie qui s'appelle les Sceaux de l'Or, et qui s'appelle Nanmatal, que les scientifiques appellent Nanmadol, mais son vrai nom antédiluvien, c'est Nanmatal. Donc, qui est une cité, une sorte de Venise du Pacifique, située sur l'île de Kosrae, et qu'il faut vraiment voir. Là aussi, vous pouvez avoir, pour les auditeurs, un maximum d'informations sur Internet. Ça vous donnera déjà une petite idée de l'intérêt d'y aller. Et toutes ces informations, de toute façon, on peut les retrouver sur votre site Internet. Vous allez nous rappeler l'adresse ? Tout à fait, c'est le www.Dominique Youngblood, ça s'écrit JONGBLOED.org. Il y a un onglet sur ce site qui va d'ailleurs être très rapidement mis à jour, là, parce qu'avec tout ce qui se passe comme actualité, ça bouge beaucoup, qui est un onglet Expédition au pluriel. Merci Dominique, et à très bientôt alors sur cette antenne. Tout à fait, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli, Alain, et puis à une prochaine fois, j'espère. À une prochaine fois. Fréquence Évasion.